suis ravie de vous retrouver aujourd'hui à l'est du département, dans un village situé entre Antigny et Mervan. Bienvenue à Vouvant. Occupé depuis les temps les plus anciens, le territoire de Vouvant s'organise véritablement au Moyen-Âge. Une rivière, un promontoire rocheux, tant d'atouts qui ont motivé l'implantation ici d'un castrum, c'est-à-dire un château commandé par la famille de Lusignan. Avançons vite vers la tour dite Mélusine pour retrouver Ludovic, qui est médiateur culturel, et découvrir un trésor caché, à savoir le château fort de Vouvant. Ludovic, merci de nous recevoir. Avec plaisir. Un endroit fantastique, magique. Là, on commence au sommet de cette tour. On a l'église qui est juste derrière, la rivière. Qu'est-ce qui se passait ici au Moyen-Âge? Alors là, on vient d'arriver au sommet du donjon de l'ancien château fort de Vouvant. Donc c'est le dernier vestige encore complet qui est conservé du château. On est en fait à 36 mètres de hauteur au-dessus du fossé qui a été creusé au nord du château. On arrive au sommet, en effet, avec la vue panoramique sur le village et les alentours. Et là, on comprend rapidement pourquoi Vouvant a été construit ici il y a un peu plus de 1000 ans, avec cette rivière qui serpente, cette forêt au loin. Un château fort, un château entouré d'un mur d'enceinte. Est-ce que le village est déjà présent aux origines du château de Vouvant? L'histoire de Vouvant commence au tout début du XIe siècle. On a au tout début un château, probablement une motte castrale, surmontée d'une construction en bois. On pense déjà qu'à ce moment-là, le village était lui-même entouré de palissades en bois et de, entre guillemets, fortifications en terre, déjà à l'époque. Et après, donc c'est il y a à peu près 800 ans, vers la fin du XIIe, tout début du XIIIe siècle, la famille de Lusignan, qui était seigneur des lieux, va faire bâtir un nouveau château fort en pierre et des murailles en pierre aussi tout autour du village. Ludovic, si je ne me trompe pas, il y a quelques mois de ça, il y a eu des fouilles archéologiques qui ont été conduites à Vouvant, au pied de la tour. C'est ça. Qu'est-ce que ces fouilles ont apporté? Alors, elles ont apporté pas mal de nouveaux éléments. On avait la connaissance notamment de bâtiments qui existaient dans le château grâce à des documents dans les archives, notamment des documents des XVIe et XVIIe siècles. On n'avait pas d'idée précise, notamment de la taille du château fort. On avait une mention d'un périmètre de château qui nous emmènerait la muraille du château fort à peu près jusqu'au milieu du parking actuel. Mais là, les fouilles ont révélé des éléments plus concrets directement sous le sol actuel. Donc ça permet véritablement aujourd'hui de matérialiser la limite du château fort de Vouvant. Tu acceptes de nous reconduire sur la terre ferme pour nous présenter tout ceci? On me suit alors? Avec plaisir. Ludovic, question toute bête. Aujourd'hui, donc, un escalier formidable. Au Moyen-Âge, comment accédait-on à cette tour? Ça, c'est une bonne question. Donc ça, en effet, aujourd'hui, on emprunte un escalier en pierre. Il aurait à peu près une centaine d'années, peut-être un peu plus. Donc ça permet aujourd'hui aux visiteurs de monter dans la tour pour découvrir l'intérieur. Mais l'accès d'origine, en fait, il est en hauteur côté cour. Donc un accès surélevé par rapport au sol du château. Pour y accéder, on a plusieurs hypothèses. Donc soit un escalier en bois, ou en pierre d'ailleurs, soit un balcon, soit un bâtiment aussi qui aurait pu être construit au pied de la tour et qui aurait permis de rentrer ensuite par plusieurs niveaux au niveau de l'accès du donjon. Quand on regarde, on voit en fait des trous apparaître. Certains de ces trous alignés qui sont peu profonds correspondraient à des trous d'encastrement d'anciennes poutres en bois. Donc ça indiquerait potentiellement des niveaux, peut-être d'un bâtiment qui aurait existé ici. La lecture du bâti de cette tour est absolument passionnante. Et moi, je trouve la partie aussi qui questionne énormément, c'est la partie qui est de ce côté-ci, où là, on voit de nombreux arrachements. En fait, toutes ces pierres arrachées, ça nous indique la courtine, donc la muraille du château fort qui continuait, donc de ce côté-là, mais aussi donc de l'autre côté de la tour.
pour ensuite nous englober tout autour de nous. C'est-à-dire que cette tour, en fait, était à l'extrémité du promontoire. C'est ça, oui. En fait, le donjon a été construit sur une muraille plus ancienne, au niveau de la partie nord. On voit apparaître des lignes verticales dans les pierres, donc des sortes de coups de sabre. Clairement. C'est ça qui apparaissent. Sur la droite, on a ce qu'on pourrait considérer comme un massif carré. Au milieu, les parties séparées par les 2 coups de sabre, ça correspond à la muraille ancienne. Et sur la gauche, on a la partie circulaire du donjon. Ouais. En fait, en observant ici, on se rend compte que la tour Mélusine, donc le donjon, a été bâtie sur une muraille plus ancienne d'environ 4 mètres de largeur. Ouais. Pour accéder à la tour, il fallait un escalier côté cour, donc on a ajouté le massif carré. On a construit la partie circulaire de l'autre côté, et ensuite, ça permet d'accéder à la partie haute du donjon. Là, on prend du recul et c'est intéressant parce qu'il y a plein de détails, d'autres détails qui apparaissent. Est-ce qu'on a une idée de la hauteur de cette tour? Alors, donc, le donjon, actuellement, il fait 36 mètres de hauteur. Ce qu'on disait. C'est ça, donc 36 mètres depuis le fossé creusé au pied du château au nord, 26 mètres depuis le sol de la cour où nous sommes. Donc, de l'extérieur du château, la tour est intégralement circulaire. Il n'y a que du côté intérieur de la cour qu'on a une partie plane en façade basse. Donc là, en fait, la façade basse qui est plane, ça nous indique la hauteur des courtines qui existaient tout autour de nous. Donc on imagine environ une dizaine de mètres de hauteur de mur qui nous entourait ici à l'intérieur du château fort. Quelque chose qui est bien visible toujours aujourd'hui. C'est ça. Donc aujourd'hui, on a bien le donjon qui existe encore au nord. Donc on a la délimitation du château fort au nord. On a la délimitation à l'ouest avec le petit muret qui a été reconstruit pour partie à l'emplacement de l'ancienne muraille. Et pareil du côté est. Oui. Mais là où ça pose question, c'est quand on regarde vers le parking. C'est ça. Puisqu'en se rapprochant vers le parking, eh bien, on ne voit pas du tout de vestiges de murs de l'ancien château fort. On avait jusqu'à présent un document d'archives qui est daté de 1694, où ça nous indique un périmètre de 140 toises, à peu près 260-270 mètres. En reportant ce périmètre-là sur la place d'aujourd'hui, ça nous emmènerait à avoir une limite de château fort à peu près au milieu du parking actuel. D'accord. Mais là où il y a un apport récent, c'est donc avec le diagnostic archéologique qui a été effectué l'an dernier. Les archéologues ont fouillé notamment de chaque côté des barres métalliques actuelles. Et c'est là qu'ils ont trouvé dans l'axe à peu près de ces barres métalliques l'ancienne courtine sud du château fort. En tout cas des murs qui sont supposés comme appartenant à la courtine sud du château. Donc c'est l'hypothèse actuelle. Donc la partie qui fermait la cour. C'est ça. Et finalement, les barres métalliques qu'on a aujourd'hui, ça correspond à peu près à la limite du château fort. Donc les choses avaient été bien faites, bien conçues, finalement. Est-ce que les fouilles archéologiques ont pu mettre au jour d'autres éléments? Je pense notamment à du mobilier ou des outils du quotidien. Il y a surtout un élément qui a été mis au jour. Donc en plus du mur sud du château, je te propose qu'on aille par là-bas. Oui, on va pouvoir voir vraiment à quoi ça pouvait correspondre. Oui. Donc, au niveau des gravillons actuels, les archéologues ont retrouvé un creusement large d'environ 12 mètres. Ce creusement correspondrait au fossé sud du château fort. Donc, il faut imaginer le fossé sud qui longerait les barres métalliques actuelles. Oui. Pour traverser ce fossé, il y avait le pont dormant suivi du pont-levis qui était situé à peu près au milieu des barres métalliques actuelles. Oui, et si je ne me rappelle bien, Ludovic, de l'autre côté, on a la rivière, donc protection naturelle. Est-ce que ce fossé, en revanche, se poursuit un petit peu de l'autre côté? Alors, on n'a pas la limite exacte. Possiblement. On peut imaginer en tout cas que le fossé faisait le tour complet du château fort, puisque en effet, donc, comme tu le dis, de ce côté-là, on a la rivière. Ouais. Ensuite, on a la muraille de ville qui venait se raccrocher au château fort dans l'angle du parking là-bas. La muraille de ville fait le tour complet de la cité et revient de l'autre côté du château. Donc on était bien entouré de toutes parts par des murs en pierre. Et en effet, le fossé devait probablement faire le tour complet de cette partie-là du château fort pour séparer le château totalement de la ville qui est située en face. Ouais. Oui. J'ai eu l'occasion
d'être présent lors des fouilles et de prendre notamment cette photo où on voit le fossé qui a été retrouvé. Dans ce fossé, majoritairement, il y a des pierres et du mortier. Donc là, on peut imaginer, dans les années 1770, lors de l'agrandissement du champ de foire, qui existait au sud du parking actuel, eh bien, on va détruire les murs de courtine, et notamment le mur là où nous sommes actuellement. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a ces éléments-là à l'intérieur du fossé, qui est encore existant sous le parking actuel. Et donc l'ambiance qu'on a aujourd'hui, avec une place ouverte, bon là, en effet, c'est vraiment l'époque romantique au 19e siècle, hein, avec des places donc très ouvertes sur l'extérieur. On va détruire les murailles jusqu'à peu près au niveau du sol, reconstruire quelques portions de murs, installer des bancs en pierre, planter des arbres, des ormeaux dans les années 1820. Et là, en effet, ça participe au charme romantique de l'époque. Et maintenir quelques vestiges comme cette tour circulaire qui est juste derrière. Justement, j'en profite puisque cette tour est ici. Tu nous as parlé aussi du comblement des fossés. Oui. D'où provient cette pierre, Ludovic? Oui. Alors cette pierre, c'est la pierre locale. C'est ce qu'on appelle donc du schiste, une roche à l'aspect feuilleté, un peu sombre au niveau de la couleur. C'est la pierre qu'on a en sous-sol de Vouvant. Donc quand on va construire le château à la fin du XIIe, début du XIIIe siècle, eh bien on va prendre cette pierre locale dans le sous-sol de Vouvant. Question de bon sens, ça. Donc c'est formidable pour toi en tant que guide, en tout cas d'avoir ces nouvelles données pour venir enrichir toutes tes visites. Merci pour tout, Ludovic. Merci à toi d'être venu. Puis peut-être qu'à l'occasion d'un prochain diagnostic archéologique sur Vouvant, on pourrait revenir pour un nouvel épisode de Trésors cachés. C'est ce qu'on souhaite en tout cas. À bientôt. À bientôt, Marie. Au revoir. C'est toujours très intéressant par la recherche archéologique de pouvoir redécouvrir des endroits que nous avons déjà visités. Alors n'hésitez plus, sachez que Ludovic, avec l'Office de tourisme Vendée-Marais-Poitevin, organise ici des visites. Autrement, vous pourrez retrouver son site internet Histoire de Vouvant. Si jamais vous souhaitez découvrir les précédentes émissions, n'hésitez pas à aller consulter le site internet de la chaîne tvvendée.fr. Vous avez un trésor caché à nous faire découvrir, alors n'hésitez pas non plus à écrire à l'adresse inscrite en bas de votre écran. Et autrement, moi je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro de Trésor caché.